Professeur Joël Narcisse Meyoullo, bonjour. Bonjour, docteur Macon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Écoutez, c'est un plaisir, c'est un honneur à la limite d'être là aujourd'hui. Merci infiniment. Nous allons discuter autour de la publication de cet important ouvrage que vous avez commis en 2019, intitulé « L'Assemblée nationale fédérale du Cameroun, 1962-1973, épicentre de la construction d'une identité narrative camerounaise ». Ouvrage d'ailleurs préfacé par le professeur Tagemfa, que nous saluons au passage. Professeur Joël Narcisse Meyoullo, qu'est-ce qui a suscité l'intérêt d'une réflexion sur l'Assemblée nationale fédérale? Déjà, une réflexion sur l'Assemblée nationale est toujours une surprise. On est plus intéressé à l'institution présidentielle, au gouvernement dans sa globalité, à l'appareil judiciaire. Mais il y a très peu de réflexion quand même sur l'Assemblée nationale, en l'occurrence encore sur l'Assemblée nationale fédérale. Qu'est-ce qui a suscité un tel intérêt? Écoutez, c'est peut-être la curiosité de l'historien. C'est le premier élément, c'est la curiosité de l'historien. Mais une curiosité qui a eu pour départ une observation. Alors, quand je commence mes travaux de recherche en maîtrise, je suis surpris par le fait que l'histoire de l'Assemblée nationale qui est racontée, ou l'histoire officielle, ne prend pas suffisamment en compte le passage dans notre histoire nationale de l'Assemblée nationale fédérale. Puis je me dis, il y a problème. Parce que l'histoire qui est de l'institution parlementaire camerounaise qui est vendue aujourd'hui est celle d'une institution qui a commencé avec l'Assemblée représentative, plus tard l'Assemblée territoriale et l'Assemblée législative. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment assez aux Camerounais, c'est qu'il s'agit d'une histoire partielle et je dirais même partisane. Parce qu'il s'agit en réalité d'une histoire parlementaire camerounaise fondée sur le Cameroun sous tutelle de la France. Alors dans ce contexte, il ne s'agit pas de l'histoire de l'Assemblée nationale. Parce que la composition de l'Assemblée, pour qu'elle soit nationale, doit intégrer les deux composantes de l'histoire politique du Cameroun. Et l'autre composante, donc, c'est le Cameroun britannique. Donc, alors, cette observation faite, je me suis dit, écoutez, il faut peut-être retracer, repositionner l'histoire de l'Assemblée nationale. Et dans mon entendement, quand je parle d'Assemblée nationale, eh bien, c'est cette composante avec les deux racines. Et pour moi, donc, elle naît en 1962. Pourquoi pas en 1960? Pas en 1960, parce qu'en 1960, il s'agit de l'institution parlementaire de la République du Cameroun, ancien territoire sous tutelle de la France, point. Et donc, en 1961, à la faveur de la réunification, la République du Cameroun, comme le dit même l'article 1er de la Constitution du 1er septembre, la République fédérale est constituée dès le 1er octobre 1961 du Cameroun occidental, ancien territoire sous tutelle de la Grande-Bretagne, et du Cameroun oriental, ancienne République du Cameroun. Et donc, à partir de là, l'institution parlementaire qui émane de cette constitution est pour moi la véritable institution parlementaire, le début de l'histoire de l'institution parlementaire camerounaise. En me situant dans la perspective que, quand on parle du Cameroun, il faut entendre cet État qui est né en 1961. Alors, dans cette logique, l'institution parlementaire qui était dénommée l'Assemblée nationale fédérale parle tellement au Cameroun, ou doit suffisamment interpeller les Camerounais sur la construction d'une identité. Mais quand vous dites une histoire
partielle, une histoire partiale, une histoire partisane? Est-ce que les mots ne sont pas très forts? Non, on peut revenir chacun d'entre eux. C'est une histoire partielle parce que ce n'est qu'une partie qui est enseignée. Elle est partielle parce qu'elle regroupe un espace géographique particulier. Maintenant, elle est partisane parce que on a voulu, et c'est une construction, on a voulu amener les Camerounais à croire qu'en réalité, l'institution parlementaire camerounaise est fondamentalement d'essence française. En oubliant que lorsqu'en 1946, décembre 1946, janvier-février 1947, sont organisées les élections pour la désignation des conseillers à l'Assemblée représentative du Cameroun. Donc ce n'est même pas une assemblée législative. L'Assemblée représentative du Cameroun qui n'avait pour caractère parlementaire que le fait qu'elle rassemblait des individus qui ont été élus parce qu'elle ne légiférait pas sur les lois, quoi que ce soit. Alors je disais, quand en 1946, cela est introduit au Cameroun, eh bien au Cameroun, sous tutelle de la France, il faut savoir qu'à la même année, à la faveur de la constitution Richards, le Cameroun britannique avait un représentant, notamment Chief Manga William, et représentait le Cameroun à l'Assemblée législative de l'Est, de la région de l'Est du Nigeria, qui est organisée en 3 régions. Et lorsqu'en 1957, le Cameroun sous tutelle de la France a enfin une assemblée législative, parce que le Cameroun sous tutelle de la France acquiert le statut de territoire sous tutelle en avril 1957, et donc on transforme l'assemblée territoriale en assemblée législative, 1957, où on peut donc avoir des Camerounais, où les Camerounais acquièrent le statut de citoyen. Et bien en 1954, 3 années auparavant, avec la constitution Littleton, le Cameroun britannique acquiert le statut de territoire quasi-fédéral, avec un exécutif et un pouvoir législatif, constitué, à la différence qu'il y a au Cameroun français, uniquement des ressortissants camerounais. Et donc en 1954, il y a une institution parlementaire camerounaise, authentiquement camerounaise, dans la partie britannique, qu'on appelait le Southern Cameroon House of Assembly. Alors vous comprenez que si on enseigne une histoire de l'institution parlementaire camerounaise et qu'on prenne pour référent l'Assemblée représentative où il n'y avait aucun député, l'Assemblée territoriale où il n'y avait aucun député, et l'Assemblée législative qui émerge en 1957, sans parler de la constitution Richard de 1947, qui permettait la représentation d'un Camerounais dans une assemblée, dans l'assemblée régionale au Nigeria, sans parler de la Southern Cameroon House of Assembly, qui est une réalité parlementaire qui délibérait sur des questions, eh bien, c'est une histoire partisane. Et non, les mots ne sont pas forts. Les mots reflètent la réalité qui est au moins tout autour de l'histoire de l'institution parlementaire camerounaise. C'est donc une histoire écrite par des vainqueurs? Oui. Oui. Vainqueurs de quoi? Écoutez, dans la bataille qui a opposé sur le sol camerounais ceux qui pensaient qu'il fallait automatiquement franciser le Cameroun et ceux qui pensaient qu'il fallait remettre au Cameroun son authenticité, eh bien on peut dire que les vainqueurs sont ceux qui ont réussi à franciser l'histoire du Cameroun. Je prends un exemple très simple. En 1939, il y a une rude bataille au Cameroun, ce qu'on appelait la bataille franco-française, entre les Français qui estimaient que le responsable du Cameroun à l'époque, le gouverneur, le commissaire au niveau du Cameroun, devait être inféodé au gouverneur de l'AEF, et ceux qui pensaient que
la particularité de l'histoire du Cameroun, qui fait que nous n'avons jamais été, le Cameroun n'a jamais été une colonie. Le Cameroun a été sous tutelle, sous mandat et puis sous tutelle. Et donc, cette particularité-là, le Cameroun devait la conserver. Eh bien, ceux-là ont amené plus tard à l'érection du commissaire à haut commissaire pour manquer la différence avec le gouverneur, ou bien pour les mettre sur le même pied d'égalité. Eh bien, ce courant va mettre les bases d'une francisation authentique du Cameroun et donc de l'histoire du Cameroun. Alors, pour revenir à notre exemple, vous vous rendez bien compte que dans le découpage de l'histoire de l'Assemblée nationale, ou dans les habitudes qui ont été introduites en 1973, on reviendra certainement là-dessus, à l'occasion de la fête de l'unité, le 20 mai, et tout le charabia qui est fait autour, eh bien, la volonté a été de réduire à sa plus basse expression l'histoire parlementaire de la partie occidentale du Cameroun. Et donc, quand vous parlez de vainqueurs, ce sont ceux-là les vainqueurs qui ont pu imposer une histoire partielle et partisane de l'institution parlementaire camerounaise. Et donc, mon livre est là pour démontrer qu'en réalité, après cette victoire, entre guillemets, il faut reconnaître que les bases de l'institution parlementaire camerounaise, que ce soit les lois, le règlement intérieur, l'organisation administrative et même le bâtiment, tous ces éléments, le bâtiment, le statut des fonctionnaires d'assemblée, tous ces éléments constitutifs du pouvoir législatif camerounais dans son expression, ont été mis sur pied sous l'Assemblée nationale fédérale. Et cette Assemblée nationale fédérale est la conséquence de la réunification, donc de la mise en commun de la République du Cameroun et du territoire quasi fédéral du Southern Cameroun. Quelle est donc finalement l'influence de la France et de la Grande-Bretagne dans la structuration de l'Assemblée nationale camerounaise telle qu'elle apparaît aujourd'hui en termes d'héritage? Qu'est-ce qu'on doit globalement au modèle français et au modèle britannique dans la construction et la structuration de notre Assemblée nationale? Bien, je prendrai deux éléments. L'histoire et les pratiques parlementaires. L'histoire veut que la naissance d'une instance parlementaire nationale soit du fait de la mise en commun des députés du Cameroun français, appelons ça comme ça, et des députés du Cameroun anglais. C'est une évidence. Alors, la mise en commun de ces deux entités a conduit à des aménagements. Parce qu'il faut dire que le bâtiment qui est inauguré le 15 octobre 1965 par le président Amadou Ahidjo avait connu un début, sa construction avait été entamée en 1952, donc sous le Cameroun français. Mais avec la réunification, véritablement, et puis bon, l'appel d'offres a été lancé en 1952, mais c'est à partir de 1958 véritablement que les constructions ont été... Enfin, il y a un début de construction. Et donc, à peine après, 2 ans après, c'est 2 ans après, c'est la réunification. Du fait de la réunification, il y a eu une adaptation de la structure physique et des moyens à l'intérieur. Il fallait donc trouver, il fallait installer un système d'interprétation, il fallait installer un système de traduction. On a donc intégré les deux identités. Et puis, au niveau de la procédure, il faut reconnaître que s'il y a une forte
prégnance des habitudes parlementaires françaises, eh bien, on retrouve certains éléments de l'héritage parlementaire britannique. Par exemple, vous avez une notion qui a été introduite en 1989, lors de la révision constitutionnelle de 1989, qui permettait l'organisation d'un congrès, qui est vraiment d'esprit britannique. Vous avez, par exemple, ça peut être banal, mais dans la désignation du président de l'Assemblée nationale, ou bien dans le déploiement même à l'international de l'Assemblée nationale, vous savez que le Cameroun est aussi bien membre de l'organisation des parlements francophones que de la CPA, Cameroun Parliamentary Organization. Donc il y a un ensemble d'éléments qui renvoient quand même, hein, à cette identité biculturelle, hein, d'héritage parlementaire camerounais. Quelle est l'évaluation que vous faites aujourd'hui, finalement, de l'évolution du travail parlementaire depuis l'Assemblée nationale fédérale? Qu'est-ce qu'elle a finalement apporté, cette Assemblée nationale fédérale? Et quand vous voyez l'évolution depuis cette Assemblée nationale fédérale jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan que vous en faites? Est-ce que le travail parlementaire s'est amélioré? Est-ce que au fur et à mesure de l'évolution historique, l'Assemblée nationale a réussi à construire une certaine indépendance? Est-ce qu'il y a eu des phases de l'histoire politique de notre pays où l'Assemblée nationale était plus libre et où elle participait davantage dans le travail parlementaire par le contrôle de l'action du gouvernement, par l'élaboration des lois, par des propositions, par cette diplomatie parlementaire? Quel est le bilan que vous faites un peu de cette trajectoire de notre Assemblée nationale depuis l'Assemblée nationale fédérale? Écoutez, on va retenir deux séquences. 1962, 1990 à peu près, et puis de 1990 à plus tard. Pourquoi je le dis? Parce que entre 1962 et 1966, l'Assemblée nationale est constituée des députés qui viennent du Cameroun National Democratic Party, KNDP, de John Goufoncha, et de l'UC du président Ahidjo. Mais sauf que en février 62, on est avant l'ouverture des travaux de l'Assemblée nationale en avril 1962, les deux partis décident non pas de fusionner, mais de créer un unique groupe parlementaire. De créer un unique groupe parlementaire sous l'insistance du président Ahidjo. On va revenir là-dessus. Et à partir de là, l'action parlementaire est coordonnée. Parce que la politique nationale est désormais définie par le président de la République et dans une moindre mesure par son vice-président, qui sont tous deux présidents de partis alliés. Et donc, dans le cadre des rencontres des partis de ces instances, eh bien, des questions nationales sont abordées, nationales et internationales. Ça fait que les députés sont outillés sur les problématiques actuelles, afin qu'ils leur étaient contemporaines. Avec la naissance du parti unifié, et non pas du parti unique, du parti unifié, parce que la Constitution reconnaissait toujours que les partis politiques concourent à la vie, à la manifestation de la démocratie. Et donc le parti unifié de l'Union nationale camerounaise, à travers l'organisation de l'école des cadres et des congrès à des périodes bien précises, permettait le contact des populations avec les réalités et les enjeux de l'époque. Ça fait que vous avez donc des députés. La conséquence immédiate est que vous avez des députés qui est au fait des problématiques. Le résultat, c'est que quand vous lisez le journal des débats parlementaires, vous êtes surpris par la liberté que les députés avaient. L'aisance, je dirais même l'aisance et la liberté que les députés avaient. Parce qu'ils étaient au fait de l'information. Ils étaient au fait des enjeux de l'époque. Ça va être une réalité
jusqu'à peu près 1990, 92, sinon. Maintenant, revenons un peu aux réalisations de cette époque. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un règlement, non, il y a des œuvres qui ont été posées pour l'épanouissement de l'institution parlementaire, notamment un règlement intérieur, un statut des personnels, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, une organisation, c'est parce que la première organisation des services, il faut remonter à 1962, l'organisation des services de l'Assemblée nationale, le déploiement international de l'Assemblée, qui était conforme au dynamisme de la diplomatie menée par l'exécutif. Et donc, l'Assemblée nationale accompagnait l'exécutif dans ce déploiement international. Et donc, on ne va pas être surpris qu'en fait, quand on est dans la littérature, de se rendre compte de ce que l'Assemblée nationale fédérale a été membre fondateur de plusieurs organisations interparlementaires. Les Camerounais ont occupé le poste de président à la présidence de ces organisations. Alors, vient, on va dire, la seconde séquence, qui est paradoxale. Parce qu'elles vont entrer à l'Assemblée nationale des partis de l'opposition, dont le multipartisme devient une réalité au sein de l'Assemblée nationale. Mais les enjeux politiques font que, et l'organisation même des structures politiques desquelles émanent les députés, font que les débats à l'Assemblée nationale perdent un peu de leur... Ils sont un peu anesthésiés? Un peu, un tout petit peu. Parce qu'il s'agit davantage aujourd'hui, et c'est peut-être ça l'inconvénient du multipartisme parlementaire. Parce que parfois on est plus intéressé à faire passer absolument un point de vue qui est davantage une réponse à l'opposition qu'à réfléchir sur des questions, qu'à se projeter. Il s'agit davantage à défendre un membre du gouvernement face à une opposition qui parfois aussi lève des boucliers, même pour des questions qui ne devraient pas, être. Et donc, cette situation fait que le sentiment que l'on a, du moins que moi j'ai du travail parlementaire, aujourd'hui, c'est que la nature des députés n'est plus la même. On a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui à l'Assemblée nationale, beaucoup. Et les cadres, la base sur laquelle devaient s'appuyer les députés, eh bien cette base est fragilisée parce que de moins en moins les partis politiques s'organisent pour sensibiliser, pour former les cadres qui donc peuvent légitimement aspirer à un poste de député. Alors cette double absence fait que on a, à l'exception de quelques-uns, des personnes qui arrivent à l'Assemblée nationale et qui n'ont même pas conscience des enjeux, de l'identité qu'ils ont et des enjeux qui sont les leurs. Et donc, l'Assemblée nationale, lui, a participé. Mais cela n'enlève pas le fait que l'Assemblée nationale vote des lois chaque année. Le plus important étant de s'assurer de l'application de ces lois. Parce que l'une des particularités du Cameroun également, c'est que vous avez une panoplie de lois très bien élaborées, votées à l'Assemblée nationale, mais qui ont du mal à être appliquées sur le terrain.